Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce premier numéro de Ça va bien se passer. Pour ce premier numéro, nous avons un général d'armée, le général David Galtier, qui va nous parler de la France, de l'actualité internationale, mais aussi de politique locale, et tout ça sans langue de bois. Ça va bien se passer, c'est de suite. Le président des riches, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est ce que vous pensez? Non, ce n'est pas vrai. Il est le président des très riches. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer, il va bien se passer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce premier numéro de Ça va bien se passer, avec un invité dans un cadre exceptionnel. Bon, j'ai l'honneur de recevoir monsieur David Galtier. Bonjour. Bonjour. Alors je vais vous présenter, j'ai envie de dire brièvement, même si la carrière est longue. Vous êtes général d'armée, donc c'est le plus haut grade de la gendarmerie nationale. Vous êtes 11e vice-président de la métropole délégué au sport et aux équipements. Vous êtes conseiller municipal, vous êtes conseiller d'arrondissement dans le 13 et 14e arrondissement de Marseille, international, conflit russo-ukrainien. Est-ce que la politique aujourd'hui d'Emmanuel Macron est la bonne ? De se sentir concerné coûte que coûte par quoi qu'il arrive. Un général deuxième section ne doit jamais critiquer le président parce que le président est le chef des armées. Et vous Donc, êtes, même si vous n'êtes plus en poste, même si vous n'êtes plus en poste, même si on n'est plus en poste, on a signé au bureau des officiers généraux une lettre et jamais, dans aucune de mes interventions, pas critiquer, mais commenter. Critiquer l'action du président de la République et chef des armées. Donc ça, c'est une règle de base intangible jusqu'à la fin de ma fonction de ZES. Ensuite, le président de la République, un Français, peut-il régler à lui tout seul le conflit russo-ukrainien ? Pas possible. Enfin, vous voyez bien que c'est une situation internationale tendue. Nous avions à l'époque le mur de Berlin. Et la chute du mur de Berlin n'est pas la résultante d'une action diplomatique du seul président de la République, François Mitterrand. Il n'y croyait d'ailleurs pas forcément au départ. Une action internationale pensée avec l'ensemble des pays qui pèsent ensuite sur les partis afin de les amener à la table des négociations. La France, elle joue son rôle. Je crois qu'elle essaie, en tout cas elle a essayé à plusieurs reprises déjà de ramener à la table des négociations à la fois le président russe et le président ukrainien. On voit bien que pour l'instant c'est pas facile. C'est un conflit très compliqué. Mais monsieur le général, la France aujourd'hui a-t-elle les moyens militaires de se confronter à la Russie ? Clairement. Et pourquoi voulez-vous qu'on se confronte à la Russie ? Est-ce que la Russie... Sans commenter la politique du président aujourd'hui... Est-ce que vous pensez sincèrement que la Russie, demain, va envahir la France et que les Spetsnaz vont débarquer à Rennes ou en Bretagne ? Mais c'est extrêmement intéressant ce que vous dites, parce que justement, moi, je ne le pense pas personnellement. Bien. Par contre, la politique en place, sans que vous la commentiez, mais c'est moi qui parle, la politique en place... nous donne l'impression que la Russie est aux portes de la France et que quelque part, envoyer des équipements militaires, envoyer une aide économique considérable à l'Ukraine, quitte à se faire harakiri ici en France, honnêtement... Alors, je ne pense pas qu'on se démunisse de toutes nos capacités. Je vais vous parler tout à l'heure de l'action sur le territoire français. En revanche, il est indéniable que l'action qui est conduite en Ukraine par les forces russes sont évidemment une action contre l'Union européenne, l'Europe. Et c'est à ce titre, j'imagine, que le président s'exprime et qu'il prend un certain nombre de décisions parce qu'il a le sentiment, et c'est dans les accords entre pays européens, que l'Ukraine doit être défendue parce que l'Ukraine, vous savez, si vous regardez un peu la géographie, la mer Noire, il y a la Roumanie qui jouxte, et il y a tous les pays, les anciens pays du bloc de l'Est. Donc si la Pologne est inquiète, les États... Donc si on laisse faire la Russie, il peut y avoir évidemment des débordements. Je crois que c'est ce que fait globalement la diplomatie française. En tout cas, elle s'efforce d'essayer de trouver des terrains d'entente pour, encore une fois, amener à une table de négociation l'ensemble des parties. C'est ce qu'il faut. Monsieur le général, avec l'hégémonie américaine aujourd'hui, la France est-elle toujours souveraine, surtout de l'aspect militaire selon vous ?
En tout cas, la France est l'un des seuls pays au monde, je le rappelle, qui dispose d'une capacité de dissuasion qui est bien française, qui est à elle. Donc, l'hégémonie américaine, dans certains domaines, elle se voit, la culture, le poids sur l'OTAN aussi, c'est vrai, oui, mais la France, elle, reste avec une force de dissuasion et une indépendance qui est réelle. Vous le pensez vraiment? Ah ben, sur ce domaine-là, oui. Sur la capacité. Non, la capacité de nucléaire, dissuasion, oui, mais la... Pour le reste, on doit bien tenir compte des puissances dans ce monde. Vous évoquez les États-Unis. Est-ce que vous ne croyez pas que dans les 10 ans à venir, c'est la Chine qui pèsera davantage et qui aussi aura une influence majeure sur l'ensemble des affaires de ce monde? Moi, j'en suis persuadé. Et la France, elle basculera du côté chinois, vous pensez, du coup? Et la France, elle est la France. Bah, aujourd'hui... Je ne vais pas vous tenir un langage gaullien, mais nous sommes là pour protéger les intérêts des Français. Donc la France, elle doit réaliser des équilibres dans sa politique, elle doit être évidemment en paix avec la Chine, avec les grandes puissances internationales, et tracer sa route et faire son chemin. C'est une voie qu'avait toujours souhaité d'ailleurs le général de Gaulle, qui était celle de l'indépendance, et qui rejoint cette capacité de dissuasion, et notamment la dissuasion nucléaire dont nous parlions tout à l'heure. Dernière question sur l'international, le Proche-Orient, bien évidemment, depuis octobre 2023 et les événements terribles qui ont eu lieu. On assiste aujourd'hui à une destruction de Gaza, clairement. Quel est votre regard sur ce qui se passe actuellement au Proche-Orient? Oh, s'il fallait parler du Proche-Orient, je ne remonterais pas au 7 octobre. Je dirais que c'est depuis déjà des dizaines d'années que ce conflit est un peu la mère de tous les conflits, pour reprendre une expression. Tant que l'on n'aura pas réglé ce conflit-là, j'ai l'impression que les autres ne pourront pas l'être. Il faut véritablement que toutes les institutions internationales, tous les pays aient conscience de l'importance de régler ce conflit. On le mesure avec l'émotion qu'a suscité évidemment l'attaque du 7 octobre. On le mesure encore aujourd'hui avec le désastre de Gaza et le terrible sort qui est réservé aux populations, bien sûr. Mais il faut, au-delà du fait actuel et de ce que l'on voit et de ce désastre et de ce que l'on redoute, il faut qu'il y ait un grand projet de paix porté par les plus grandes organisations internationales. Mais ça a voulu être fait depuis des années. Honnêtement, ne pensez-vous pas que c'est plus une guerre de territoire, et au-delà d'une guerre de territoire, une guerre, lorsqu'on entend le Premier ministre israélien, qui je le rappelle, sous mandat d'arrêt international, qui nous évoque une prophétie, donc un aspect divin, un aspect, voilà, il parle de la prophétie d'Isaïe concernant les territoires israéliens. L'opinion internationale, notamment la France, vous parlez de souveraineté, ce n'est pas quand même ahurissant d'entendre ça et de laisser faire. Chaque État est souverain. Nous, ce qu'on a toujours défendu, c'est une politique équilibrée au Moyen-Orient, au Proche-Orient, en tout cas avec la France, on a toujours dit qu'il fallait aller vers la reconnaissance d'un État aussi pour les Palestiniens, comme droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, lorsque le moment sera venu, lorsqu'on aura enfin pris les mesures qui permettront à un État de subsister. Aujourd'hui, un État qui serait sous perfusion de l'aide internationale permanente, c'est le cas, n'est pas un État viable. Donc il faut d'abord se donner les moyens d'arriver à la constitution de ces États, si nécessaire ensuite de l'imposer. Mais on ne peut pas non plus empêcher un État, ça c'est côté Israël, de se défendre lorsqu'il est attaqué. Ce qu'il faut essayer, j'ai le souvenir d'un conflit terrible qui est celui, on l'oublie souvent, parce qu'on dit toujours l'Europe a été en paix depuis 70 ans. Les Balkans. Mais vous faites quoi des Balkans, l'ex-Yougoslavie? C'est pas un conflit, ça, la Yougoslavie? Bien sûr. Ça a été terrible, terrible. Et pourtant, aujourd'hui, est arrivé à retrouver une certaine souveraineté de pays qui avaient constitué l'ancienne Yougoslavie et qui retrouvent un petit peu leurs origines, etc., avec des frontières et avec une autonomie d'existence, de vie, de survie du pays qui est réelle. Sans commenter la politique actuelle, la souveraineté à la Chirac, elle vous manque? Moi, j'avais apprécié les actions du président Chirac lorsqu'il était
aller en visite officielle, il avait dit un certain nombre de choses, il avait défendu la position de la France. Je ne crois pas qu'on ait changé véritablement de politique. Les discours ne sont plus les mêmes, clairement, sans encore une fois rentrer dans la politique Non, intérieure, mais d'un œil objectif, c'est plus la même politique que celle de Chirac, et ça, tous les téléspectateurs vous le diront. je ne suis pas suffisamment aujourd'hui bien placé. Non, mais ça va bien se passer. Non, mais je ne suis pas bien placé dans les sphères de l'État pour dire quel est le véritable, ou le cœur de la politique. Je dis simplement que globalement, on va toujours vers le même objectif, peut-être différemment. Mais là, on est sous le feu d'une actualité qui est terrible. Qui date depuis d'un an, enfin bientôt un an au mois Ah d'octobre. oui, un an, c'est rien à l'échelle de l'histoire. Essayons de voir un petit peu, de laisser s'éteindre ces terribles actions. Il faut que de part et d'autre, il y ait des preuves, notamment côté Hamas avec la libération peut-être d'otages qui sont encore détenus, l'arrêt de bombardement d'ailleurs côté israélien sur Gaza. Il faut qu'on arrive à ces choses-là. Vous voyez, step by step, comme disent les Américains ou les Anglo-Saxons. Il faut faire cette politique-là, mais avoir un objectif. Monsieur le général, petit exercice, je vais vous montrer des photos et j'aimerais que vous me dites le premier mot qui vous vient à l'esprit lorsque vous les voyez. Ma présidente. Martine Vassal. Mon adversaire. Jordan Bardella. C'est votre adversaire aujourd'hui, clairement, Jordan Bardella. Pourtant, vous êtes de droite, quelque part, sans... C'est plus Jordan Bardella aujourd'hui votre adversaire que l'extrême gauche C'est pas le seul. D'accord. Si vous m'aviez montré M. Mélenchon, je vous aurais dit mon adversaire aussi. Il trouve que vous montrez M. Bardella. Il a des chances d'arriver au pouvoir? Aujourd'hui, le vote des Français lui a donné un quitus, en tout cas un pourcentage très fort de vote aux européennes, puis ensuite aux législatives. Il faut que la droite se réveille. Mais il y a un renouveau clairement avec lui comparé à Marine Le Pen, vous le pensez? C'est peut-être l'image de la jeunesse qui fait ça. En tout cas, son discours passe pas mal auprès des jeunes, il a un visage fort sympathique, il est peut-être moins agressif dans ses propos. C'est important en politique. C'est important en politique, mais moi j'ai un petit peu la mémoire longue des choses. Vous avez connu le père, vous, quelque part? J'ai connu le père, Marine, et puis surtout les idées, et puis le fondement de ce parti. Alors, il faut vraiment... S'il veut changer, je vais lui donner une idée. Il faut qu'il abandonne les origines de ce parti, et s'il veut tenir un langage de droite, et s'il veut revenir à des véritables idées de droite républicaines, c'est très simple, il faut revenir sur des partis comme les Républicains, vous voyez, ou le centre-droit. Voilà, et là, il aura véritablement fait sa mue. Alors, c'est un chef d'État, donc il est là par la volonté du peuple et de son peuple. Il y a des manifestations terribles contre lui aujourd'hui. On verra ce qu'il adviendra dans le futur. Moi, je n'ai pas à me prononcer, si vous voulez, sur il y a un mandat d'arrêt, de son peuple. Un mandat d'arrêt international. Vous souhaiteriez que la France l'applique? On verra ce que fera la France et la justice française. Là, vous faites de la politique. On verra ce que fera la justice. C'est pas moi. Ouais. Vous savez, moi j'ai créé l'Office central de lutte contre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Ah, c'est pas rien. On est allé chercher des gens qui étaient des malfaiteurs, des criminels internationaux. On a essayé de les débusquer, notamment dans des pays étrangers. On y est parvenu parfois lorsque la justice nous le demandait et le souhaitait. Alors, c'est notre maire de Marseille. Alors lui, c'est notre adversaire local. Il y a eu même entre un adversaire national. Ça, c'est mon adversaire local. Beaucoup critiquent son accès au pouvoir à travers on va pas dire un coup d'État, mais voilà, un schmilblick politique. Vous pensez qu'il est légitime aujourd'hui? Il est légitime parce qu'il a été élu par le conseil municipal de Marseille, que je sache. Donc si les conseillers municipaux l'ont élu, c'est leur responsabilité. Effectivement, arrivé après l'élection, qui est celle de Madame Michèle Rubirola, pour autant, il y a eu un vote, ça s'est réalisé dans un hémicycle, avec des représentants du peuple marseillais, dont acte. Donc légitime. Vous vous verrez à sa place? Clairement. Pourquoi?
Mais parce qu'on ne commence pas une carrière politique de maire de Marseille à 65 balais. Enfin, il faut avoir rêvé de ça toute sa vie. Vous savez, le maire de Marseille, c'est comme être président de la République. Il faut y penser tous les jours en se rasant. D'ailleurs, il ne se rase plus. Je vois. Il faut avoir chevillé au corps. J'aime ma ville, j'aime les Marseillais. Là, il est temps que les mandats se terminent. Hein. Vladimir Poutine. Il faut qu'il puisse tourner la page. C'est quand même un sacré personnage. Et il est profondément, lui aussi, il a l'amour de son pays chevillé au corps, mais il n'existe que par les défis et par les oppositions et par les... Mais vous comprenez un peu, est-ce que... Mais moi, je comprends qu'il veuille défendre son territoire. Son territoire, son pays et sa nation. Et son peuple, mais il le fait par des méthodes brutales et antidémocratiques, et la guerre n'est pas, là, pour le coup, justifiée. C'est mon ancien ami, enfin c'est un ami, mais ancien chef d'état-major des armées. Pierre est un homme de bien, un homme de droit, que je respecte beaucoup. J'ai lu l'un de ses ouvrages, le premier. Je n'ai pas eu le temps encore de lire les autres, mais... c'était très intéressant. C'est une belle carrière et une belle figure de nos armées. Vous comprenez un peu ses prises de position à l'arrivée du mandat de M. Macron, qui lui a valu d'ailleurs le fait qu'il ne soit plus là aujourd'hui. Hein. Bon, je l'ai suivi, je n'étais pas tout à fait aux affaires, mais il y a une question d'équilibre budgétaire qui n'était pas satisfaisant. Vous partagez son état d'esprit ou pas sur les coupures budgétaires Oui et non, parce que vous avez vu que quand même la loi de programmation militaire qui a suivi est une loi plutôt ambitieuse. Bon, donc peut-être s'il était resté, aurait-il aussi pu peser, mais il a jugé que ce n'était plus le contrat qui lui avait été fixé. Il avait d'ailleurs été un peu prolongé, donc voilà, on a fait notre temps. Je pense qu'il faut laisser la place aux jeunes. Vous avez eu beaucoup de travail ces dernières années, j'ai envie de dire, avec la Coupe du Monde de rugby, arrêtez-moi si je me trompe, et les Jeux Olympiques. J'ajouterai la visite du pape. Et la visite du pape, exactement, ce qui n'est pas une chose facile et n'est pas une visite anodine. Donc du coup, est-ce que c'était dur, cette préparation-là? Est-ce que ça a été physique ou vous avez déjà été habitué à être entre guillemets malmené dans votre profession? Alors je dois dire que l'entraînement militaire et physique et moral m'a été très utile. Mais du coup, aujourd'hui, est-ce que vous jugez que c'est avoir fait l'armée, avoir eu des responsabilités dans l'armée, c'est un prérequis qui peut amener directement à la politique ou à la gestion du En monde? tout cas, ça ne gêne pas. Voilà. Voilà. Dans le sport, il y avait ces grands événements, il y avait les Jeux Olympiques, oui. Ça faisait partie, je n'étais pas le seul d'ailleurs, puisque nous étions avec mon camarade Didier Réau, qui est vice-président en charge des ports, et donc il y a eu une très lourde également responsabilité dans les JO. Les choses avaient bien commencé, notamment le 26 avril à Athènes. Rappelez-vous, quand nous sommes allés chercher cette flamme olympique À Pirée, au port de Pirée. à Olympie, puis Ouais. Olympie, Athènes, Ouais. et à bord du Belém. Ouais. Donc, et nous l'avons ensuite accueilli à Marseille pour le 8 mai. C'était une fête fantastique et on sentait déjà que ça allait être un succès. Ouais, c'est vrai. Vraiment. Pendant votre carrière, vous avez été confronté à pas mal de problèmes au niveau de la sécurité. Je pense notamment aux attentats de Nice où vous étiez en poste. Vous avez peut-être cet événement tragique qui hante vos pensées lorsque vous avez de grands événements comme ça? Oui, j'étais aussi malheureusement avant au stade 2015. Nous avions eu l'honneur d'être décorés par l'ambassade d'Allemagne suite au crash de la Germanwings, que j'ai aussi malheureusement connu en tant que patron de la zone sud, et j'ai coordonné l'ensemble des forces sur le terrain. Il y avait plus de 2000 personnes pour gérer ce crash, et donc les Allemands et l'ambassade nous a fait l'honneur de nous décorer, le préfet Michel Cadot, la préfète des Hautes-Alpes, un pompier et moi. Et nous étions donc ensuite invités au stade, au match France-Allemagne, en présence des présidents de la République et du grand chancelier Angela Merkel. Et nous avions donc assisté aux attentats du 13 septembre. Et ça, c'était 2015. Un moment fort dans le stade. Et un an après, un peu moins, malheureusement, là j'étais en fonction à Marseille, mais responsable à Nice du groupement de gendarmerie m'appelle vers 22h30 pour me faire
savoir ce qui s'était passé. Là, je prends évidemment mon véhicule avec mon chauffeur et nous nous déplaçons avec l'antenne du GIGN, les réservistes et tout ce que j'ai pu regrouper pour aller prêter main forte à mes collègues policiers qui étaient évidemment engagés dans cet événement terrible. Oui, et j'étais malheureusement vers minuit, à peu près minuit et demi, le premier gendarme à parcourir la promenade des Anglais sur plus d'1,5 kilomètre. C'était un spectacle ahurissant et terrible. Vous avez peur que ça se reproduise, un événement comme ça en France? Vous savez, quand on a vécu ce type d'événement à la fois à Paris puis à Nice, on est toujours inquiet, évidemment, de ce qui peut se passer. La folie humaine est ingérable parfois et on a toujours ces craintes-là d'attentats terroristes. Pour autant, vous l'avez noté, depuis cette période, ce sont plutôt des attaques isolées. Il n'y a pas eu de préparation groupée et donc les services de renseignement en liaison avec évidemment les pays étrangers, les services étrangers, font, je crois, un gros travail en matière de sécurité intérieure et de renseignement surtout, pour prévenir ce type d'attentat de masse. Après, on le sait, malheureusement, on est à l'abri de rien. Individuel, bien sûr. Justement, en parlant de sécurité, nous sommes dans un cadre idyllique, une carte postale, la cité phocéenne. Mais derrière la carte postale, il peut se passer à l'envers du décor. On pense souvent à la criminalité ici sur Marseille. Je saisis l'occasion de vous avoir en face de moi pour parler justement de l'insécurité. Aujourd'hui, votre implication en politique, elle est aussi en vue d'améliorer la condition des Marseillais, chose peut-être que vous n'avez pas la main en étant général d'armée. C'est exactement ça, mais pas simplement en tant que général d'armée, mais en tant que politique aujourd'hui, si vous n'êtes pas dans les strates qui ont une compétence particulière en matière de sécurité, il est difficile d'agir, ou alors à la marge. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui jugent que la justice est beaucoup trop laxiste en France. On est arrivé à un certain niveau où beaucoup de nos concitoyens ne se sentent pas protégés par les institutions judiciaires. Est-ce que vous pensez que la justice fait bien son travail ou est-ce qu'il y a encore des efforts à faire? Non, mais j'ai été confronté évidemment à ces sujets-là pendant toute ma carrière. J'ai 40 ans de carrière derrière moi et la première de mes missions, ou en tout cas ce sur quoi j'ai le plus travaillé, c'était l'exercice de la police judiciaire. Donc c'est exactement ce que vous indiquez. Les gendarmes sont faits pour arrêter les voleurs. La police et la gendarmerie, leur mission s'arrête au moment où on remet à la justice le criminel. Donc l'ensemble de la chaîne de police judiciaire, vous savez, elle est complexe. Il y a la prévention parfois, puis ensuite il y a l'interpellation, et puis on remet à la justice. Pour que la justice soit efficace dans notre pays, il faut lui donner des moyens. Pendant très longtemps, ce que l'on oublie de dire, c'est que ça a été un peu le parent pauvre ou l'oublié. Alors on a une grande école avec l'École nationale de la magistrature, mais on avait aussi parfois des parquetiers, les parquets, c'est-à-dire le procureur, ses substituts, qui étaient dans de grands palais de justice, très beaux, mais avec des moyens très limités. Et quand on a comme ça un entonnoir, vous savez, où il y a beaucoup de délinquants, et puis où les policiers et les gendarmes font leur travail et interpellent et amènent à la justice. Il ne faut pas que le fond de l'entonnoir soit trop étroit. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on n'a pas donné pendant très longtemps à la justice les moyens nécessaires. Ça commence par le nombre de places dans les prisons. Ça continue par le nombre de greffiers, Ouais. ça par les possibilités données aux magistrats de rendre la justice et de prononcer des peines. Bien sûr. On fait un code pénal assez strict, avec des lois qui donnent des pouvoirs aux magistrats de sanctionner. Mais derrière, s'il n'y a pas une administration pénitentiaire aussi capable de mettre en application ces décisions de justice, eh bien on contraint la justice. Quand vous arrêtez, quand la police ou la gendarmerie interpelle pour la 10e, 15e, 20e fois la même personne, c'est 19 fois de trop. C'est à la première interpellation que la sanction doit tomber. Mais encore faut-il, pour que cette sanction puisse tomber, que la justice soit en mesure de l'exécuter. Et pour moi, le vrai problème, le nœud du problème, c'est l'exécution des peines. Vous voyez, c'est pas le code pénal, c'est pas les forces de police et de sécurité qui font le travail. Mais ça vient de la politique, du coup, l'exécution de peine. Mais oui, naturellement, c'est à nous de donner dans le budget, dans
les choix que l'on fait, sur la formation des magistrats, sur l'ensemble des moyens qui sont donnés, de mettre le paquet. Mais vous craignez pas que justement les forces de sécurité soient justement lassées de cette absence de justice et qui, au final, font l'autruche dans l'exercice de leur travail? Je ne le crois pas. Ça peut arriver ponctuellement parce que les déceptions ou les découragements peuvent survenir. On a tous des humains avec nos hauts, nos bas. Mais globalement, je vois des jeunes qui s'engagent dans la police et dans la gendarmerie pour faire leur travail. Ils sont désireux de mettre en œuvre les techniques qu'on leur a apprises, les compétences. Ils sont au service du droit, ils sont au service de la population. Ils ont véritablement cette envie de protéger la population. On sent le général qui parle. C'est parce que j'ai beaucoup côtoyé ouais. dans ma carrière les écoles de formation, que j'ai reçu beaucoup de jeunes sur le terrain et que je les ai vus travailler. On va parler, si vous le voulez bien, toujours en termes de sécurité. Là, aujourd'hui, on suit l'actualité internationale. De l'autre côté de la Manche, en Angleterre, il y a des émeutes qui sont en train de pousser un peu partout dans toutes les villes d'Angleterre. Le quid, c'est quoi? C'est l'immigration. C'est l'extrême droite qui veut chasser du coup l'immigration du pays. Est-ce qu'on pourrait un jour subir ça en France, selon vous? Eh bien, ma réponse, elle est assez claire. Nous avions, en France, choisi une autre voie, celle de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, vous savez, a souvent accepté ce qu'on appelle les communautés. Et ça correspond d'ailleurs un petit peu au Commonwealth et à ce qu'a toujours fait la Grande-Bretagne. Le vivre ensemble de l'ensemble des communautés. Mais ça, c'est du communautarisme. Et le jour où ça ne fonctionne plus, vous avez ce qui se passe en Grande-Bretagne. Eh bien, en France, la République, sur les vecteurs que vous connaissez, d'égalité, de fraternité, elle n'est pas sur ce modèle. Elle est sur un modèle de République qui reconnaît l'ensemble de ses valeurs. Premier chef, la liberté, bien sûr, mais surtout, elle ne reconnaît pas le communautarisme. Et c'est ce qu'il faut combattre. Si vous ne voulez pas avoir demain les mêmes travers que nous avons pu mesurer et que nous constatons en Grande-Bretagne, il faut sans cesse revenir sur ce principe et se dire que ce qui est important quand on vit dans notre pays, c'est de se sentir français, d'adopter ses valeurs. Monsieur le général, aujourd'hui, y a-t-il beaucoup trop d'immigration en France? Je ne dirais pas comme ça, parce que si vous regardez, il y a certains métiers aujourd'hui dans la restauration ou dans l'environnement, la propreté, qui manquent de bras. Donc il faut bien constater qu'il faut simplement pouvoir un peu contrôler notre immigration. Et moi, je suis pour le contrôle d'une immigration qui soit légale, c'est-à-dire avec des personnes qui viennent, dont on a mesuré d'abord la bonne qualité, tout simplement, et puis pouvoir en permanence savoir si ces personnes-là sont bien intégrées, ou alors si elles peuvent revenir ensuite dans leur pays d'origine en fonction de ce qu'elles souhaitent faire sur le territoire. C'est toute la difficulté de cette immigration. Mais aujourd'hui, est-ce que du coup le robinet est cassé? Je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de filtres, si vous voulez, et de contrôle, parce que c'est pas simplement le rôle de la police aux frontières que de contrôler ce qui va se passer ou pas du pays à l'autre. Il faut, dans le suivi de cette immigration, pouvoir évidemment avoir un meilleur contrôle. Et aujourd'hui, il y a un flux qui manifestement n'est pas contrôlé, qui donne cette impression à la population. Justement, il y a des pays aujourd'hui qui n'acceptent pas de récupérer ses concitoyens. Je pense aux pays, certains pays du Maghreb, pays africains ou pays d'autres pays hors Union européenne. Que doit faire la France face à ces pays qui n'acceptent pas les OQTF du coup? Alors ça, vous le savez, ça c'est une action de politique internationale. Ouais. Ça devrait être, à mon sens, à mes yeux, la priorité du ministère des Affaires étrangères. Et pourquoi il ne le fait pas? Ils le font, mais peut-être pas suffisamment. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Avec une force. Moi, je ne suis pas, malheureusement... Oui, mais aujourd'hui, vous êtes en politique, mais non, demain, qui sait? Vous serez peut-être à la tête de responsabilités. Non, il faut véritablement, là, qu'il y ait un engagement au plus haut sommet de l'État, au plus haut niveau, et qu'on puisse discuter avec ces pays, avec, je dirais,
beaucoup de respect mutuel. Ce qui manque aujourd'hui dans ces dialogues, cette espèce d'équilibre, vous voyez, entre les pouvoirs. Chaque pays doit être respecté, chaque pays a ses règles, a sa façon je dirais, de traiter les choses. Mais on devrait pouvoir convaincre les pays étrangers d'accepter des ressortissants qui sont originaires de tel ou tel pays, enfin sans les garder chez nous s'ils ne sont pas respectueux du droit du pays dans lequel ils se trouvent. On va parler un peu de la cohésion sociale en France. Vous êtes favorable au service militaire pour les jeunes? J'ai toujours été favorable au service national et en particulier au sein de ce service national, au service militaire. Et je regrettais la décision du président Chirac en 1995 de la suppression du service, quasiment la suppression, on avait dit suspension, puis limitation du service. On voit qu'il manque quelque chose à notre jeunesse. Mais vous êtes optimiste ou pas pour cette jeunesse aujourd'hui, concrètement? La jeunesse en elle-même, elle a toujours les mêmes qualités de dynamisme, d'envie, et puis c'est notre futur. De patriotisme aussi? Cette jeunesse. Patriotisme, ça se cultive, vous voyez. Et ça manque là, singulièrement, de culture patriotique. La faute à qui? Et la faute à qui? Et la faute à ceux qui ne la mettent pas suffisamment en avant. Vous voyez, quand je participe à ces cérémonies du souvenir, je ne vois pas assez de jeunes. Alors, ils sont, on me dit, en congé, l'école n'est pas là, mais ça devrait faire partie des programmes scolaires. Être présent à une cérémonie du souvenir, le 11 novembre, le 14 juillet, j'en vois quelques-uns qui défilent, mais c'est une minorité. On devrait avoir une foule. Vous êtes de droite? Oui, je suis de droite. Je n'ai pas de carte politique, parce que comme je suis un général en deuxième section et que je suis donc rappelable, je n'ai pas souhaité, jusqu'à 67 ans, m'engager dans un parti. Mais oui, je suis globalement, de droite. De droite. Le dernier scandale révélé par Mars Actu sur Nora Preciosi et le clientélisme qu'elle a pu faire, ainsi que l'octroi pour sa mère d'une maison. Est-ce que vous pensez que ça ne salit pas justement l'image de Marseille? Alors déjà, il ne faut pas commenter les affaires qui sont à l'instruction. Alors on va laisser, si vous le permettez, la justice... Non, mais pouvez-nous toucher un mot justement sur ce... Non, je crois qu'il faut laisser la justice faire son travail, on verra bien. Moi, je ne sais pas ce qui a pu être fait ou pas. Je crois qu'il y a une enquête en cours. On ne commente pas les affaires qui sont en cours. Commentons peut-être celles qui ont été jugées par le passé. Il y a eu sans doute ici ou là des abus, mais moi je constate quand même qu'il y a 240 élus à la métropole. Je n'ai pas l'impression que nous ayons des cas de corruption, comme vous le dites, en permanence tous les jours. Moi, l'immense majorité des élus que je côtoie sont des gens qui, au contraire, se dévouent pour leur collectivité et travaillent au bénéfice de la population. L'immense majorité. C'est une population que je connaissais moins, puisque je viens du milieu militaire. Mais je peux vous assurer que j'ai trouvé parmi ces élus des gens qui sont dévoués. Est-ce que du coup l'armée n'est réellement pas faite pour diriger? L'armée n'est pas faite pour diriger. L'armée, elle est là pour être au service du politique et de ses concitoyens, pour défendre le pays, ses intérêts vitaux, sa sécurité intérieure et extérieure. S'il se passe ce que vous évoquez, c'est-à-dire qu'un militaire vient sur un coup d'État et pas élu démocratiquement prendre le pouvoir, c'est qu'il y a manifestement un abus de pouvoir de la part de ces personnes. Il y a eu véritablement à ce moment-là un manque de solidité des institutions politiques qui ont permis ou favorisé ces coups d'État. Ces États ne sont pas stabilisés, ces États sont donc des États qui deviennent des États défaillants. Et lorsqu'on a un État défaillant, eh bien, il se passe le pire. Mais justement, en France, on a eu le général de Gaulle qui est arrivé, et justement, et oui, c'était un général. Alors, mais ça, c'est pour ça que j'ai pris soin de vous dire, lorsqu'on n'est pas élu à la tête d'un pays de façon démocratique. Ouais. Je rappelle que c'était une formule de style, la phrase de Mitterrand, le coup d'État permanent. Il n'y avait rien de coup d'État dans la prise, dans l'accession au pouvoir du général de Gaulle, qui a rendu aux institutions tout naturellement et qui a tendu, je vous le rappelle,
la 5e constitution en 1958 pour venir au pouvoir et qui a été donc rappelée ultérieurement. Non. Vous avez déjà eu à collaborer avec des généraux de l'autre côté de la Méditerranée, par exemple, pendant l'exercice de vos fonctions Oui, j'ai pu travailler avec l'ensemble des forces de sécurité de la plupart des pays d'Europe et pourtour méditerranéen. Au-delà sur le pourtour méditerranéen. Moi, nous avions fait une excellente coopération, je me rappelle, avec nos amis algériens dans le domaine de la police technique et scientifique. Donc j'avais travaillé naturellement, en général qui dirigeait l'institut, l'équivalent de notre institut de recherche criminelle de la gendarmerie. J'ai travaillé avec aussi la gendarmerie turque, j'ai travaillé avec la gendarmerie royale marocaine. Nous avons d'excellentes coopérations. Parce que nous travaillons sur nos métiers, nos compétences. La question que je me pose, vous avez évoqué l'Algérie, Marseille, souvent qualifiée de 49e wilaya, étant donné la forte présence d'Algériens ici. Quel est votre regard objectif et sur l'Algérie et sur la diaspora algérienne ici, à Marseille notamment ou en France? Mon regard, c'est un constat. Vous n'allez pas contre la démographie. Il y a beaucoup d'Algériens, c'est qu'on les a accueillis, c'est qu'ils sont présents et la plupart d'ailleurs sont nés aujourd'hui sur le sol français. Ils sont d'origine algérienne. Mais ce qui me paraît utile aujourd'hui, c'est que la relation entre nos deux pays soient apaisés. Et tant qu'on aura ces difficultés, peut-être parfois de reconnaissance au plus haut niveau de l'État, entre les chefs d'État, eh bien, ça aura une répercussion, mais un peu négative sur la population. On voit la situation aujourd'hui qui se dégrade entre la France et l'Algérie, notamment avec la marocanité du Sahara occidental fait par le président de la République dans une lettre adressée au roi du Maroc. Pas cette crainte-là que la France se détourne quelque part? Non, mais ma crainte, c'est que lorsque vous avez une communauté aujourd'hui qui est quand même très, très, très forte et très présente dans une ville, Marseille, il faut que pour que les relations soient apaisées au bas, qu'au plus haut niveau, on ait réglé un certain nombre de problèmes. Il faut commencer par là. Il faut que les relations diplomatiques soient apaisées pour qu'ensuite on puisse vivre tranquillement, sereinement, avec aussi le désir de vivre pas côte à côte, mais ensemble. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je n'aime pas le communautarisme. Voilà. J'aime vivre avec des gens qui se sentent français, qui respectent nos valeurs, qui respectent les lois et qui se sentent bien sur le territoire et qui ne veulent pas faire de ce territoire un territoire d'ailleurs. Super, message entendu. Un petit jeu pour finir, sur la bonne humeur. Je vais vous poser des questions, vous me dites votre film préféré. En ce moment ou... De tous les temps. De tous les temps? Ouais. Celui que j'ai revu 10 fois, c'était une fois dans l'Ouest. Votre équipe de foot préférée? Ça, c'est vrai. Votre métier de rêve, si vous n'étiez pas général d'armée, pardon. Chanteur. Du coup, votre plat préféré? Alors, les plats, c'est les plats italiens d'une manière générale. Et parmi les plats italiens, vraisemblablement, c'est les spaghetti al pesto. Votre loisir préféré? Ne me dites pas chanter. Mais bon, allez-y. Parce que il y a des rumeurs qui courent dans Marseille que vous êtes excellent au karaoké. Oui, ces jours, je vais affronter le maire. Je voudrais filmer ça, alors. Je voudrais être du rendez-vous. Il faut faire une battle avec lui. Non, j'adore nager. Nager? Votre chanteur préféré? Sardou. Enfin, il y avait Johnny, mais il est mort, alors je ne peux pas... Je reste encore le mythe vivant. Votre destination de voyage préférée? Rome. Pourquoi Rome? L'histoire? Parce que c'est l'histoire, parce que c'est le fondement latin, parce que cette ville m'attire avec son antiquité, avec ses beautés. Et puis comme mon épouse a des origines italiennes, et que je parle italien, et que mon grand-père était italien, ok. Il y a toute une histoire. Bon. Votre animal préféré? Le chien. Du coup, vous préférez quoi? Il était une fois dans l'Ouest ou l'OM? Pas pareil, hein. Il faut choisir. Il faut choisir. Je vais prendre l'OM. Vous préférez chanter ou les spaghetti al pesto? Je préfère chanter. Vous préférez nager ou Michel Sardou? Sardou.
Et vous préférez Rome ou le chien? Rome. Et du coup, vous préférez l'OM ou chanter? Vous savez qu'on chante à l'OM, hein? Ah ouais, vous faites pas dire, hein. Tous les Donc, abonnements à l'OM. Eh ouais, non, mais non, c'est Ah pas oui. ça, c'est qu'on chante. quand Ah oui, on est oui, en- clairement, clairement. Allez, ce qui occupe le plus ou ce qui me divertit le plus, finalement, c'est chanter, parce que je m'évade. Et Chanter. Et vous préférez du coup Sardou ou Rome? Et Rome. Et du coup, vous préférez chanter ou Rome? Je préfère chanter à Rome. Monsieur Galtier, merci beaucoup. Ça s'est bien passé. Vous confirmez que ça s'est bien passé? Mais absolument, il n'y a pas de problème avec notre canal et notre radio. Et j'espère que vous allez. C'est un des tout premiers interviews. Ouais, je c'est crois. le premier numéro de Ça va Bon. bien se passer. Ouais. Alors, foi du général David Galtier, ça va bien se passer. Allez, merci beaucoup.